Le rapport que nous vous présentons aujourd'hui conclut plusieurs mois de travaux sur un sujet devenu stratégique ces dernières années, et plus encore depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine. Il s'agit de la maîtrise des fonds marins. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques rappels nous semblent utiles sur les principales caractéristiques des fonds. Les fonds marins sont immenses. Ils représentent 361 millions de kilomètres carrés, pour 75% d'entre eux d'une profondeur supérieure à 3000 mètres. 97% ont une profondeur inférieure à 6000 mètres. Les règles qui leur sont applicables et le pouvoir des États côtiers varient selon l'éloignement des côtes. Très fort dans les fonds marins sous la mer territoriale, il est plus faible dans la ZEE, donc zone exclusive économique, et inexistant dans la zone, les fonds marins recouverts par la haute mer. Donc c'est ce qui s'appelle la zone. Les fonds marins ont une grande importance économique. Ils accueillent les forages pétroliers et gaziers offshore, des câbles sous-marins et autres infrastructures énergétiques, gazoducs, oléoducs et lignes électriques à haute tension. Ils recèlent d'immenses richesses en matière de métaux rares via les nodules polymétalliques. Donc, les fonds marins sont largement inconnus. Seuls 20% de la topographie des fonds marins ont fait l'objet d'une mesure par sondeur acoustique et seuls 2% sont connus avec une précision métrique. Enfin, les fonds marins sont un milieu hostile pour l'homme, avec des pressions énormes et une parfaite obscurité, opaque aux ondes électromagnétiques et difficilement accessible. Ces caractéristiques favorisent la dissimulation et compliquent l'attribution d'un acte, comme on l'a vu récemment avec le sabotage du gazoduc Nord Stream. Les fonds marins sont ainsi propices aux stratégies de guerre hybrides, d'autant plus que le risque de perte humaine dans un tel espace inhabité est quasi nul. Évidemment, avec de telles caractéristiques, on comprend aisément que les fonds marins exposent notre pays à de nombreuses menaces. La première est celle qui pèse sur la liberté d'action de nos forces navales, puisqu'en effet, nos compétiteurs stratégiques ont ou auront la capacité de déployer des systèmes mobiles, fixes ou semi-fixes de surveillance, non loin de nos côtes, et vont ainsi compliquer la liberté d'action de nos forces dans nos approches maritimes, et en particulier dans les endroits sensibles, au large de Brest et de Toulon, mais également en haute mer, là où elles interviennent en opération. Les câbles sous-marins sont susceptibles en outre d'être utilisés pour détecter le passage des sous-marins, voire des navires de surface, avec d'autant plus de facilité que la technologie existe déjà et que les câbles sont pour une large partie possédés par des entreprises américaines ou chinoises très liées à leurs gouvernements respectifs. La deuxième menace vise les infrastructures critiques installées dans les fonds marins, dont les câbles sous-marins, mais pas seulement. On l'a vu avec Nord Stream. La coupure coordonnée de plusieurs câbles sous-marins, qui n'est pas très difficile à faire, puisque des chalutiers parviennent à les endommager régulièrement, aurait un impact considérable sur l'économie française et européenne, puisque c'est parce que ces câbles que passent 97% du trafic Internet et que 80% de nos données sont stockées aux États-Unis. Enfin, la dernière menace est celle pesant sur notre souveraineté, puisque, comme cela vient d'être dit, les fonds marins recèlent de nombreuses richesses en métaux rares, mais aussi en micro-organismes aux propriétés recherchées dans les domaines de la médecine, de la science, de l'alimentation et des cosmétiques. En disposant de la deuxième zone économique exclusive du monde, 12 millions de kilomètres carrés, c'est un chiffre qu'on rappelle souvent, la France est directement exposée au risque de pillage de ses ressources et il lui revient donc de les protéger. En outre, en cas de perte en mer d'un équipement sensible, par exemple un Rafale et en dépit de sa fiabilité, notre pays s'expose à la menace de le voir récupéré par une puissance ennemie qui pourrait en piller la technologie. Ces menaces dans ou depuis les fonds marins se sont encore accrues avec la guerre en Ukraine. La Russie, par exemple, a développé ces dernières années de nombreuses capacités dans les fonds des mers. En outre, son navire dit océanographique, le Yantar, s'approche régulièrement de nos côtes. Comme vous le savez, la dernière fois, c'était le 13 septembre. Enfin, évidemment, l'usage massif des mines en mer Noire montre toute l'importance de la guerre des mines, composante essentielle de la maîtrise des fonds marins. Longtemps, les marines nationales n'ont pas été très actives dans les fonds marins, se contentant de la surface, de la guerre des mines jusqu'à 300 mètres de profondeur et de la lutte anti-sous-marine jusqu'à 600 mètres de profondeur. Les fonds marins, et en particulier les grands fonds, étaient la chasse gardée presque exclusive des scientifiques.
d'une part, et des entreprises de deux secteurs, les hydrocarbures et les télécommunications, d'autre part. Les institutions scientifiques travaillent en effet depuis des décennies sur le fond des océans, analysant les sols, les sédiments ou la colonne d'eau et recensant, pour mieux la comprendre, la faune et la flore évoluant dans ces espaces a priori hostiles à la vie. Ainsi en est-il en France de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, que nous connaissons sous le nom d'IFREMER, qui depuis sa création en 1918 explore les océans et les fonds marins avec ses moyens propres tels que le Nautile, sous-marin à vocation scientifique et capable de descendre à 6000 mètres, que nous avons eu la chance de voir lors de notre déplacement à Toulon. S'agissant des entreprises, des hydrocarbures et des télécommunications, l'objet de leur intérêt n'est pas scientifique, mais économique. C'est en effet dans les fonds marins qu'ont été découverts d'importants gisements de gaz et de pétrole, et dans ces mêmes fonds marins que sont posés les câbles nécessaires aux communications transcontinentales. Toutefois, scientifiques et entreprises, loin de s'opposer, travaillent ensemble depuis longtemps, utilisant à des fins certes différentes les mêmes technologies, robots, drones et l'ensemble des moyens de détection, que sont les sonars, multifaisceaux, ondes sismiques, levées bathymétriques ou géophysiques, mesures de strates sédimentaires. De même, ils ont des liens étroits avec les marines. En effet, bien qu'actives plus haut dans la colonne d'eau, celles-ci ne pouvaient ignorer ce qui se passait au fond, ne serait-ce que parce que la connaissance des fonds marins est utile à la navigation des sous-marins comme à la lutte anti-sous-marine. La coopération militaro-scientifique sur les fonds marins s'organise dans notre pays via le service hydrographique et océanographique de la marine, plus connu sous le nom de CHOM, qui a à la fois des missions civiles, soutien aux politiques publiques de la mer et du littoral, et connaissance et description de l'environnement physique marin. Et également des missions militaires, le soutien de la défense, caractérisé par l'expertise qu'il apporte à la Direction générale de l'armement, la DGA, et par ses capacités de soutien opérationnel des forces. Les scientifiques ont également pu en France bénéficier de l'expertise de l'industrie militaire nationale. Le Nautile a ainsi été fabriqué par la Direction des constructions navales, le Rénavant Naval Group, tandis que des représentants du ministère des Armées font partie du conseil d'administration de l'IFREMER. Dans d'autres pays, l'activité hydrographique n'est jamais, elle, très éloignée des activités militaires. Ainsi en est-il du Yantar, comme vient le préciser mon collègue, navires russes ou des différents navires hydrographiques chinois dont nul ne sait réellement s'ils effectuent des missions scientifiques ou militaires. Donc nous avons évoqué les technologies nécessaires pour aller dans les grands fonds. C'est en effet une question clé car la maîtrise des fonds marins exige celle d'un ensemble de technologies, autant de briques, qui permettent aux armées d'accomplir leur mission de maîtrise des fonds marins comme aux scientifiques et aux entreprises leur propre mission. Concrètement, deux types d'équipements sont utilisés, les robots sous-marins, les ROV, qui sont des engins sous-marins reliés par un câble à un navire. Ce câble permet un pilotage humain et apporte l'énergie nécessaire à la mise en œuvre d'outils télécommandés, pinces, bras, etc. Un tel robot est donc capable de manipuler un objet au fond des océans, mais également de transmettre des informations en temps réel, et c'est évidemment décisif. Les drones sous-marins, les AUV, sont quant à eux mis à l'eau depuis un bateau de surface pour une mission qu'ils effectuent de manière autonome. Ils sont remplis de capteurs, ils peuvent mesurer, sonder, détecter, filmer, photographier de manière très précise dans les fonds marins, mais sans possibilité en revanche de communiquer avec la surface ou de transmettre des informations en temps réel, et ce, contrairement aux ROV. ROV et AUV ne se conçoivent pas, en effet, sans l'ensemble des capteurs, sondeurs et senseurs qui leur permettent d'accomplir leur mission. Sonar multifaisceau, à balayage latéral, système d'imagerie optique haute résolution, photos, vidéos, sondeurs de sédiments, etc. Ce sont des outils de très haute technologie, souvent développés indépendamment des coques par des sociétés spécialisées et ensuite intégrés aux ROV et aux AUV. Il y a en revanche une différence majeure entre ROV et AUV. Ce dernier ne dispose pas de câble le reliant à la surface et deux autres briques technologiques doivent être spécifiquement développées pour le faire fonctionner. Ces batteries qui lui fournissent l'énergie nécessaire et une intelligence artificielle qui lui permet d'avoir une autonomie de décision. En effet, les AUV sont, comme l'indique leur nom, autonomes et il ne peut en être autrement sans câble puisque les ondes électromagnétiques qui normalement les guideraient à distance ne passent pas dans l'eau de mer
Et il est donc nécessaire de les doter d'une centrale inertielle pour la navigation et d'une intelligence artificielle qui leur permettent d'accomplir leur mission. Les ROV et les AUV aujourd'hui utilisés par les scientifiques, les entreprises ou les marines n'auraient par ailleurs pas pu être développés et ne pourraient fonctionner sans un véritable écosystème dédié aux fonds marins. En effet, seul un ROV ou un AUV est inutile et ne peut être mis en œuvre et ses capacités pleinement exploitées sans l'appui d'une filière et de personnes hautement qualifiées sur lesquelles elles reposent. ROV et AUV doivent pouvoir être mis à l'eau depuis des plateformes navales et ou aéromaritimes dédiées ou de circonstances. La masse colossale des données qu'ils recueillent, en particulier celles des AUV, sont inutilisables tant qu'elles ne sont pas traitées et retraitées par des logiciels puissants et performants, manipulés par des ingénieurs et des techniciens eux aussi hautement qualifiés. Enfin, le milieu sous-marin, en particulier à de telles profondeurs, la contrainte mécanique extrême qu'ils exercent sur les matériels, font du MCO un enjeu essentiel. Dernier mot sur les stratégies des grandes puissances dans les fonds marins, celles des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Sans entrer dans le détail, qui figureront dans le rapport, leur point commun est un investissement massif dans les technologies de maîtrise des fonds marins. La Chine en particulier a démontré ses capacités en envoyant un homme au fond de la fosse des Mariannes, à 11 000 mètres de profondeur, tout en développant ce qu'on appelle parfois sa grande muraille sous-marine. Un réseau d'infrastructures de surveillance sous-marine, de renseignement composé de capteurs actifs et passifs, d'AUV, de véhicules robotiques semi-autonomes qui pourraient constituer un véritable déni d'accès à la mer de Chine méridionale et les transformer en une véritable mer intérieure. Les enjeux dans les fonds marins sont donc majeurs et notre pays en a pris conscience. La stratégie de maîtrise des fonds marins présentée par la ministre des Armées le 16 février 2022 l'illustre comme la récente revue nationale stratégique. Cette stratégie repose sur un double constat et fixe à notre pays une double ambition. Le premier constat, c'est un certain nombre de lacunes de notre pays en matière de maîtrise des fonds marins. Certes, avec l'IFREMER, la France est l'une des pionnières en matière d'exploration des fonds marins et cet institut dispose de capacités remarquables lui permettant de descendre jusqu'à 6 000 mètres. Le CHOM dispose quant à lui d'un bâtiment hydro-océanographique et de 3 bâtiments hydrographiques de seconde classe dédiés à ces différentes missions. Enfin, s'agissant plus spécifiquement des capacités de la marine en matière d'intervention dans les fonds marins, celle-ci repose principalement sur la cellule de plongée humaine et intervention sous la mer, le CEFISMER, qui dispose de 3 ROV, lui permettant d'opérer jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Néanmoins, pour notable qu'elles soient, ces capacités se sont relevées insuffisantes, notamment lorsqu'ont été reprises en 2019 les recherches pour retrouver le sous-marin Minerve qui avait coulé en 1968 avec son équipage. L'épave a finalement été retrouvée au large de Toulon par 2350 mètres de fond par un navire privé de l'entreprise américaine Ocean Infinity équipé d'une flottille de robots sous-marins. De même, ces capacités ne permettent pas une connaissance fine de nos fonds marins. Moins de 30% de nos fonds sous-marins territoriaux, c'est-à-dire jusqu'à 12 000 marins, sont aujourd'hui connus et au rythme actuel, il faudra 60 ans pour avoir une connaissance complète de ceux-ci. Certes, ces capacités sont renforcées par 2 programmes, le programme SLAM-F, ces systèmes de lutte anti-mines marins futurs, de guerre des mines, et le programme CHOF, qui est la capacité hydrographique et océanographique future. Ils moderniseront les moyens de surface et sous-marins du CHOM, mais malgré leur intérêt propre, ce ne sera pas suffisant. Le deuxième constat que nous avons approfondi dans notre rapport, c'est l'existence d'une BITD française fonds marins. Au-delà de Naval Group, que nous connaissons tous, il y a dans nos territoires de nombreuses PME et ETI que nous sommes allés rencontrer pour certaines d'entre elles, qui développent des solutions innovantes dans les fonds marins en s'appuyant sur l'écosystème qu'elles forment avec les universités, les laboratoires de recherche, ainsi qu'avec les institutions publiques telles que l'IFREMER. Cette BITD française des fonds marins présente toutefois quelques lacunes. Très dynamiques, ces PME souffrent de leur taille qui ne les prédestine pas aux grands contrats d'armement et à leur complexité, et d'être en concurrence les unes avec les autres, bien qu'il existe de nombreux exemples de coopération.
Une autre lacune, les perspectives de développement sont relativement limitées dans notre pays avec le moratoire sur l'exploitation de nos fonds marins. En outre, s'agissant spécifiquement des engins descendants à 6000 mètres, cible de la marine française, comme on va le voir, le marché est extrêmement réduit en France comme à l'étranger. La stratégie de maîtrise des fonds marins, elle, fixe une double ambition pour le pays, capacitaire et opérationnelle. Avec ses moyens actuels, même renforcés par SLAMEF et le programme CHOF, notre pays n'est pas en mesure de maîtriser les fonds marins. Il lui faut pour cela acquérir de nouveaux équipements capables de descendre à 6000 mètres de profondeur, équipements qui n'existent pas aujourd'hui, à la seule exception des AUV et ROV de l'IFREMER. Le problème est le suivant. La marine ne connaît pas ces équipements qu'elle n'a jamais réellement utilisés à de telles profondeurs. C'est pourquoi elle a fait le choix de se familiariser d'abord avec les ROV et les AUV disponibles sur étagère, notamment un drone norvégien. Elle les expérimente avec les industriels dans le cadre de nouvelles missions de maîtrise des fonds marins. C'est seulement à l'issue de cette expérimentation, qui durera quelques années, qu'elle exprimera des besoins qui seront formalisés dans un programme d'acquisition. Toutefois, nos auditions ont permis d'identifier un certain nombre de spécificités dans les besoins de la marine. D'abord, la modularité, la capacité des ROV et des AUV à pouvoir s'adapter aux différents types de missions auxquelles la marine les destinera, autant que celle de faire face à l'obsolescence de leurs instruments. Autre spécificité, la transportabilité. Les ROV et les AUV seront certes utilisés en métropole, à partir de Brest et de Toulon principalement, mais ils devront être employés sur des théâtres d'opération ou des zones d'intérêt parfois très éloignées, et évidemment sans oublier les Outre-mer. Le caractère aérotransportable de ces moyens apparaît comme un incontournable. Une capacité aussi à pouvoir être mis à l'eau et récupéré par tous les temps est une des caractéristiques principales, y compris lorsque la mer est forte, pour tout type de mission, et y compris les plus discrètes, en tout lieu, en particulier semi- ou non permissifs. Autre caractéristique, la simplicité et une autonomisation importante qui sont nécessaires compte tenu de la rotation rapide des personnels de la marine qui les mettront en œuvre. Évidemment, il y a un aspect de cybersécurité. Les AUV, avec leurs nombreux capteurs, acquerront de très nombreuses données, dont la transmission, quel que soit le moyen retenu, devra être sécurisée. Ce besoin, une fois exprimé, sera satisfait par des équipements français. En effet, cette ambition capacitaire se veut souveraine. L'objectif est donc de développer en France les capacités qui font aujourd'hui défaut, en particulier celle de descendre jusqu'à 6000 mètres. Or, pour l'instant, aucun industriel ne développerait de lui-même une telle capacité, faute de débouchés économiques suffisants. L'intervention de la puissance publique est donc nécessaire pour soutenir la recherche et le développement d'AUV et de ROV ayant une telle capacité. C'est le cas, puisque le plan d'investissement France 2030 lancé en octobre 2021 comporte un 10e objectif ciblant la maîtrise des fonds marins et doté de 300 millions. Certes, France 2030 est un programme d'investissement civil qui vise avant tout à développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir. Toutefois, parce que les technologies nécessaires à la maîtrise des fonds marins sont des technologies duales, l'idée est en effet que les différents appels à projets s'appuient sur un cahier des charges commun qui rapproche les besoins de l'ensemble des acteurs des fonds marins, y compris ceux de la Marine nationale. Si tout se passe bien, celle-ci disposera à horizon 2028 de 2 ROV et de 2 AUV capables de descendre à 6000 mètres, ainsi que de 2 ROV et de 2 AUV capables de descendre à 3000 mètres. De nouvelles capacités, donc, pour la maîtrise des fonds marins, mais pourquoi faire ? Cette question, nous l'avons posée à l'ensemble des personnalités auditionnées afin de mieux comprendre l'ambition opérationnelle de la stratégie. Concrètement, notre pays doit être capable de mener 3 types d'opérations dans les fonds marins. La première est la connaissance. L'acquisition d'une connaissance fine des fonds marins et de leur environnement immédiat est le préalable indispensable à la conduite en sécurité, autonomie et avec efficience de l'action dans le domaine maritime. En effet, afin de garantir la liberté d'action de nos forces en mer, en particulier celle de la force océanique stratégique, la FOSS, d'une part, et de surveiller les infrastructures critiques ou les zones de tension d'autre part, les armées doivent pouvoir disposer d'informations précises et fiables de l'environnement physique marin. La deuxième opération est la surveillance des fonds marins et de l'espace océanique depuis les fonds marins, qui a, elle, 3 objectifs. Donc le premier, c'est garantir la sûreté de nos approches maritimes, condition du déploiement de nos forces maritimes loin de leur base, à commencer par les unités navales participant à la dissuasion, CNLE et Charles de Gaulle.
Le deuxième objectif, surveiller les théâtres d'opération ou les zones d'intérêt en appui du déploiement de nos forces ou afin de constater des espaces maritimes à des compétiteurs. Troisième objectif, contribuer à protéger les infrastructures sous-marines stratégiques en décourageant un adversaire potentiel de les menacer. Surveiller n'a de sens qu'avec la possibilité d'intervenir. L'intervention dans les fonds marins est par conséquent la troisième opération que notre pays doit être capable de mener dans les fonds marins. Comme l'explique la stratégie, il s'agit de pouvoir intervenir dans les grandes profondeurs, en réaction ou en anticipation, ouvertement ou en discrétion, selon un large spectre d'actions allant de l'investigation ciblée à l'intervention à des fins de neutralisation, en passant par la destruction, la récupération d'objets sensibles, la restauration ou le sauvetage d'une infrastructure ou d'un mobile sous-marin. Impossible malheureusement d'en savoir plus, ce type d'opération étant logiquement couvert par le secret défense. Enfin, la guerre des mines est partie intégrante de la maîtrise des fonds marins et à ce titre figure en tant que telle dans la stratégie. Ainsi donc, après 3 mois de travaux, une quinzaine d'auditions, de nombreuses lectures, sur la base de constats et réflexions que nous avons présentés, nous avons élaboré 6 propositions pour clarifier et renforcer notre stratégie de maîtrise des fonds marins. La première vise justement à clarifier l'ambition de la France dans les fonds, à la fois sur le plan opérationnel et capacitaire. Plusieurs fois lors des auditions, il a été répété que la maîtrise des fonds marins, c'était le fond des mers et pas ce qu'il y avait au-dessus, donnant l'impression évidemment d'un certain flou quant à l'articulation de cette stratégie avec les autres composantes de la lutte sous-marine et de ce fait sur l'ambition réelle de la France dans les fonds marins. En effet, la question s'est posée et a d'ailleurs été posée régulièrement par ma collègue et moi-même tout au long des auditions. Que voulons-nous faire réellement dans les fonds marins ? La réponse qui nous a été donnée est ce qu'elle y fait déjà, mais en mieux. Les programmes SLAMEF et CHOF amélioreront donc incontestablement les capacités de notre pays en matière de guerre des mines et d'hydro-océanographie, de même que le CEFISMER disposera à terme de moyens renforcés pour l'accomplissement de ses missions. Mais le risque évident est finalement que la stratégie de maîtrise des fonds marins ne soit qu'un habillage de ces 2 programmes et ne porte pour seule ambition que de permettre à la France d'accéder au club des nations capables d'aller surveiller des câbles sous-marins ou chercher des épaves à 6000 mètres de profondeur. Or, de notre point de vue, il y a un continuum sur l'ensemble de la colonne d'eau qui, en tant que tel, doit faire partie de la réflexion sur la maîtrise des fonds marins. Le lien entre la maîtrise des fonds marins, la lutte anti-sous-marine et la guerre sous-marine doit être clairement établi afin de définir une stratégie maritime d'ensemble, tirant pleinement parti de l'ensemble des possibilités offensives et défensives offertes par les fonds marins. L'ambition capacitaire mériterait donc elle aussi d'être clarifiée. A priori, elle semble parfaitement définie, mais rien ne garantit que celle-ci sera disponible à cette date, avec pour conséquence la poursuite de l'allocation d'AUV et de ROV, notamment étrangers. Dans cette situation, les marins apprendraient pendant plusieurs années à maîtriser des équipements avant de subitement devoir basculer sur d'autres, allongeant d'autant le temps de formation nécessaire, avant que ces derniers soient pleinement opérationnels. Il y a donc évidemment une tension entre l'objectif opérationnel, qui peut être satisfait plus facilement par des matériels étrangers, et l'objectif capacitaire qui s'est révélé à plusieurs reprises lors des auditions. La deuxième proposition vise à renforcer autant que possible la mutualisation entre les différents programmes et les différents acteurs. Sur le plan capacitaire, la maîtrise des fonds marins repose à la fois sur des programmes en cours, comme on l'a signalé tout à l'heure, en matière de guerre des mines, SLAMEF, et d'hydro-océanographie, CHOF, et sur la nouvelle capacité spécialement développée dans le cadre de France 2030 pour doter notre pays des moyens d'opérer jusqu'à 6000 mètres de profondeur. À l'analyse, il apparaît en effet que s'agissant des AUV, une certaine mutualisation est possible entre les programmes CHOF et les futures capacités maîtrise fonds marins, tant pour l'AUV 6000 mètres que pour l'AUV 3000 mètres. De même, pour les plateformes de mise à l'eau, les futurs bâtiments de la guerre des mines pourraient utilement transporter et mettre à l'eau les futurs AUV 3000 et 6000 mètres et être utilisés dans le cadre d'autres missions de maîtrise fonds marins que la guerre des mines. De même pour les futurs bâtiments hydrographiques du CHOM, et à plus forte raison si les AUV du CHOF sont les mêmes,
Il pourrait également être envisagé de se baser sur l'ULIX, exploité par l'Ifremer pour le futur AUV 6000. Enfin, la dernière possibilité de mutualisation est celle du traitement des données. En effet, celui-ci exige des moyens informatiques puissants et des personnels hautement qualifiés. En outre, de nombreux services de la marine produisent de telles données et avec les nouveaux AUV et autres ROV, elles seront encore plus nombreuses et plus précises, exigeant des moyens eux aussi plus importants et plus sophistiqués. L'enjeu est double. D'une part, la mutualisation de ces données et d'autre part, celle de leur traitement. Je vais continuer et je vais vous présenter la troisième proposition qui vise à intégrer dans la LPM les crédits nécessaires à la maîtrise des fonds marins et en simplifier l'utilisation. La maîtrise des fonds marins est en effet une ambition coûteuse. Certes, la recherche et le développement des futurs équipements seront financés par France 2030, mais leur acquisition et celle de tous leurs capteurs le seront par la LPM, soit un coût probable de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ce ne sera pas la seule dépense que la LPM devra financer, la plus importante à la fois sur le plan financier mais également sur le plan opérationnel, portera sur les ressources humaines. Le CEFISMER, à qui en reviendra la charge de la mise en œuvre de ces engins, devra bénéficier de recrutements importants avec de nouveaux postes de mécaniciens, mécatroniciens et autres spécialités rares qui seront également inévitables pour assurer la maintenance et la programmation de ces engins. De même, devront être financées les infrastructures nécessaires, comme les hangars susceptibles d'accueillir les engins de taille importante et pesant plus d'une dizaine de tonnes. Enfin, les données toujours plus nombreuses qui seront recueillies devront être traitées, ce qui implique le recrutement d'informaticiens, de data scientists et autres spécialistes de la donnée. Denrée également rare et coûteuse dans un marché de l'emploi tendu. Enfin, la mise à l'eau des ROV 6000, dont le câble peut peser lui seul jusqu'à 45 tonnes quand même, ne pouvant être faite par les BSAM et les BSAOM, le recours à des bâtiments de soutien et d'assistance affrétés, les BSAA, sera nécessaire avec le coût qui en résulte. Nous devrons donc être attentifs lors du futur débat de la LPM à ce que les moyens affectés à la maîtrise des fonds marins soient à la hauteur des ambitions affichées. Nous éviterons ainsi à notre pays de renouveler donc l'erreur des drones aériens qu'il a vu être obligé, faute d'investissement suffisant, d'acheter sur étagère des drones américains. Quatrième proposition, il s'agit d'explorer la possibilité d'un système fixe de senseurs protégeant nos approches maritimes. Lorsque les SNLE quittent leur base de l'île Longue, comme lorsqu'ils reviennent, après leur mission, leur navigation au large des côtes du Finistère et jusqu'à leur dilution dans l'océan Atlantique exige d'être sécurisée. Cette sécurisation est aujourd'hui mise en œuvre à la fois sous la mer par un SNA, mais également en surface et avec des moyens aériens de surveillance maritime qui permettent de blanchir la zone. Alors que les moyens de la Marine nationale sont contraints, en particulier les moyens sous-marins, il semble à vos rapporteurs tout à fait pertinent d'explorer d'autres voies pour la sécurisation des sorties en mer des SNLE et au-delà de nos approches maritimes en utilisant les possibilités offertes par les fonds marins. Parmi celles-ci, des capteurs sous-marins dédiés, développés pour détecter et identifier sous-marins et autres drones qui s'approcheraient de notre côte, méritent notre attention. En fonction du budget qui serait alloué à leur déploiement, ils pourraient être placés aux endroits considérés comme les plus stratégiques, et dans tous les cas, au large du Finistère et du Var. Reliés entre eux et à la terre par voie filaire, leurs données pourraient être immédiatement exploitées par les autorités compétentes. Semi-fixes, ils pourraient également être déployés dans des zones d'opération, voire dans les outre-mer. Ces réseaux d'écoute sous-marine seraient à la fois un moyen de surveillance et d'alerte à des fins militaires, mais pourraient également servir, conformément au double usage des technologies des fonds marins, à la surveillance intégrée de l'environnement marin ou la prévention des catastrophes naturelles. Donc la cinquième proposition, par ailleurs déjà évoquée dans la stratégie, est la création de pôles d'excellence, sur le modèle du pôle d'excellence cyber qui existe à Rennes. L'un sur la façade atlantique, l'autre sur la façade méditerranéenne, voire une antenne dans les outre-mer. Il permettrait d'associer les universités, les laboratoires de recherche, la Marine nationale et les entreprises de la BITD pour une meilleure efficacité de tous au service de la maîtrise des fonds marins.
Enfin, dernière proposition, il s'agirait de relocaliser nos données en Europe pour limiter notre dépendance tout simplement aux câbles sous-marins. En effet, une part considérable de nos données sont stockées aux États-Unis, ce qui nous rend très vulnérables à toute coupure de ces câbles et justifie que la stratégie de maîtrise des fonds marins fasse de la surveillance des câbles, entre autres infrastructures, l'un de ses objectifs. Or, la Marine nationale disposera de 4 drones et même si elle en avait finalement 1 ou 2 de plus, il apparaît largement illusoire de vouloir surveiller l'ensemble des câbles reliant le territoire métropolitain, sans parler de ceux installés dans les Outre-mer, rendant ainsi discutable l'utilisation à cette fin de cette ressource rare. S'agissant plus particulièrement des câbles sous-marins, si l'objectif est la résilience du réseau, il nous semble bien plus pertinent d'augmenter le nombre des câbles et surtout de rapatrier en Europe les données des utilisateurs français, diminuant ainsi considérablement l'impact d'une éventuelle coupure massive de ceux-ci. Enfin, à ces 6 propositions communes, je voudrais ajouter une 7e proposition qui m'est personnelle. Notre pays a la chance de disposer sur son territoire, à Calais, de l'usine de production de câbles sous-marins d'Alcatel Submarine Networks, ASN. Cette entreprise appartient désormais au Finlandais Nokia, qui a racheté en 2015 le groupe Alcatel-Lucent. Il est de notoriété publique qu'ASN est aujourd'hui à vendre. Notre pays a donc l'opportunité de voir revenir dans le giron national une entreprise stratégique leader dans son domaine, opportunité qu'à mon avis, il convient de sécuriser par une nationalisation. Je vous remercie.